Bienvenue dans le magazine Génération Ferro, le magazine consacré au monde du ferroviaire. J'ai le plaisir d'accueillir pour ce deuxième épisode Roxane et Arnaud, deux élèves ingénieurs de l'école Estaca qui forment à la filière ferroviaire. Roxane, si tu viens te présenter. Bonjour, moi je m'appelle Roxane Brasseur, je viens donc comme dit juste avant de l'Estaca. Donc je suis arrivée à l'Estaca donc juste en post-bac. C'est une école d'ingénierie mécanique orientée transport, dont la filière ferroviaire, dans laquelle je baigne depuis toute petite. C'est faux. On en parlera tout à l'heure. Et toi, Arnaud? Moi, pareil, comme Roxane, déjà je m'appelle Arnaud, c'est peut-être le préciser. Et donc, comme Roxane, je viens de l'Estaca, donc en filière ferroviaire, que j'ai choisi donc à partir de la deuxième année, c'est ça, que j'ai surtout découvert finalement. Parce que l'Estaca nous le permettait avec les différentes filières qu'ils proposaient. Donc on a choisi le ferroviaire. Voilà. Ok. On parlera tout à l'heure de l'Estaca, ce que c'est, quelle école, quelles sont les formations. Mais aujourd'hui, on est vraiment focalisé sur le ferroviaire. Alors tous les deux, si je vous pose la question, alternativement, pourquoi le ferro? Alors moi, c'était vraiment pas mon premier choix. Ah. Je suis arrivée donc à l'Estaca avec le panel de transport donc, qui fait aéronautique, automobile, ferroviaire, spatial, et à l'époque, il n'y avait pas encore le naval. Et j'avais comme premier choix l'aéronautique, parce que en fait, depuis toute petite, moi, je suis plutôt baignée dans le secteur de l'aéronautique, de par mes parents qui ont tous les deux une carrière dedans. D'accord. Donc, j'étais beaucoup plus familière avec ce domaine, et j'avais envie de continuer mes études dedans. Et arrivée à l'Estaca en première année, on a pendant toute l'année des présentations des différentes filières, des différents domaines. Et j'ai été particulièrement convaincue par la présentation du ferroviaire. Deuxième facteur aussi dans mon choix, ça a été le déclenchement du Covid. Ah. Et donc l'aéronautique a un petit peu dégringolé. C'est craché. Pour un avion, c'est un mauvais c'est jeu de dommage. mots. Et donc, je me suis un petit peu plus ouverte en fait, aux autres filières. Et c'est vraiment le ferroviaire, par contre, qui m'a convaincue de loin de tous les autres. J'y voyais un secteur beaucoup plus d'avenir, très intéressant de par sa multiplicité en fait, de domaines. J'ai l'impression vraiment, et c'était ma première impression, et j'en suis encore convaincue aujourd'hui, qu'on ne peut pas s'ennuyer dans ce domaine. Il y a beaucoup trop de choses à faire. Et je me tourne vers Arnaud. Et toi, quelles étaient tes motivations? Moi, c'était pareil. Ferrovipat ou pas Ferrovipat? Pas du tout. C'était vraiment... j'aimais beaucoup les avions. Et j'avais même passé au collège ce qui s'appelait le BIA, le brevet d'initiation aéronautique. Ouais. Et en terminale, je cherchais une école d'ingénieur du coup dans les transports, post-bac, spécialisée dans l'aéronautique. Et j'ai choisi l'Estaca. Je suis rentré en première année avec l'envie de faire de l'avion, de l'aéronautique et tout. Et c'était aussi beaucoup le cas de pas mal de nos camarades qui... en fait, on doit y avoir 2/3 des personnes à l'Estaca qui voulaient faire de l'aéronautique. Et donc là, déjà, on sentait un petit peu que ça allait être un peu, en termes de filière, de cours, c'était un peu l'usine. Tout le monde voulait faire de l'aéronautique et tout. Donc le temps a passé. Et puis, on avait quand même des présentations un petit peu assez régulièrement sur le ferroviaire, avec des cours d'initiation, par exemple. Alors, tu peux revenir sur ce point-là. Vous aviez des présentations de chacun des secteurs aériens, automobiles, etc. C'est ça. Et le ferroviaire était porté par qui? Qui vous en parlait? Alors nous, c'était des anciens de l'Estaca. Ou alors, soit c'était des anciens, mais je crois que c'était quelqu'un qui était responsable d'essai et qui avait notamment travaillé sur le record du monde TGV de 2007 de vitesse. Et c'était... En vrai, ça nous permettait un petit peu de découvrir tous les sous-systèmes, les domaines techniques où il y avait vraiment du boulot. Et puis on insistait aussi pas mal aussi sur le fait que le ferroviaire, c'est le moyen de transport le plus décarboné qui existe actuellement. Et donc comparé par exemple à l'aéronautique, où là il reste tout à faire, si tant est que c'est possible de décarboner l'aérien. Est-ce que tu n'y crois pas? C'est pas que j'y crois pas, mais on ne pourra pas le faire, on ne pourra pas voler autant qu'on le fait aujourd'hui avec des solutions décarbonées, ça c'est sûr et certain. Et tandis que le ferroviaire, c'était une solution technique qui existait déjà et qui doit être améliorée, sur lequel il y a énormément d'innovations aussi qui vont arriver prochainement, et qu'il faut accompagner et qu'il faut surtout développer au maximum pour pouvoir, le but, faire en sorte que les gens prennent moins leur voiture ou moins l'avion,
pour aller dans le ferroviaire. Donc c'est ça aussi qui m'avait attiré un peu dans la filière. C'est plutôt ce sentiment de travailler pour l'intérêt général, chose qu'il n'y avait pas avec les autres filières comme l'aéronautique, l'automobile, le spatial, etc. D'accord. Alors, j'entends vos motivations à tous les deux. Donc, vous n'êtes pas des bébés ferro. Vous êtes tombés dans la soupe. C'est ça, exactement. Vous avez été convaincus par les ambassadeurs. Ça me permet de poser la question, d'après vous, est-ce qu'aujourd'hui, on a... c'est un secteur... le train est le moyen de transport de monsieur, madame, tout le monde. Mais pour autant, quand on dit est-ce que vous allez faire carrière dans le ferroviaire, ce n'est pas le premier choix qui est fait par les gens, soit à l'école, soit dans la vie active pour intégrer ce secteur. Alors, est-ce que chacune, vous avez une réponse, Roxane, à cette question? Ce n'est pas un secteur qu'on choisit spontanément pour faire sa scolarité et ce n'est pas un secteur qu'on choisit pour en faire son métier. Est-ce que tu as une explication à proposer ou pas? Alors juste, je rebondis un tout petit peu juste sur le début de la formulation qui était qu'on était convaincus dès le début par les ambassadeurs. Moi, je n'ai pas été convaincue, j'ai été attirée et ça a vraiment piqué ma curiosité. Mais j'ai été convaincue au bout d'1 an de cours. D'accord. En fait, j'ai été vraiment très attirée, donc j'ai tenté et après, j'en suis très vite tombée, je ne vais pas dire amoureuse, mais voilà, ça a vraiment... Fini de te convaincre. Nourri ma curiosité et on continue et du coup ça m'a convaincue vraiment de rester dedans. Et si ça ne l'avait pas fait? Et si ça ne l'avait pas fait, je pouvais rechanger de filière à la fin de la 9e année. Ah, donc il y a assez de souplesse pour que si jamais tu prends une voie et ce n'est pas la bonne, tu peux toujours bifurquer. Oui. Pardon pour l'image. C'est d'ailleurs le cas à l'Estaca. Là actuellement, j'entends encore, il y a pas mal de personnes en 2e année et 3e année, puisqu'on choisit la filière à l'issue de la première année. Et en 2e année, 3e année, au courant de l'année, il y a énormément de personnes qui viennent dans le ferroviaire, qui rejoignent la filière parce que l'automobile, l'aéronautique, c'était pas finalement le choix qui était, enfin, ils préféraient changer de filière, tout simplement. Et surtout, on constate que les gens qui viennent en filière ferroviaire, après, ils se rebarrent pas autre part. C'est-à-dire que même les gens qui ont choisi à l'origine le ferroviaire, ils y restent. Même s'il y en a moins, certes, que l'aéronautique ou l'automobile, mais c'est en train de changer un petit peu. Alors, ça veut dire que, si je résume tes propos, on ne vient pas forcément spontanément au ferroviaire comme premier choix, mais par contre, on y reste une fois qu'on le fait. C'est ça, c'est que, mais même au cours du temps, la filière ferroviaire à l'Estaca, elle était un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on a commencé avec 2-3 personnes dans la filière, et c'était des gens qui étaient vraiment très passionnés. C'était depuis tout petit, ils connaissaient tous les trains, tous les matériels, etc. Puis au fur et à mesure, le ferroviaire montre un petit peu ses atouts, on va dire, au grand public, notamment écologiques. Et c'est ce qui avait fait la différence pendant notre année, parce qu'il y a eu énormément de personnes qui, pendant l'année du Covid, donc du coup, sont venues en ferroviaire. Déjà parce que l'aéronautique, ça allait pas très bien. Et aussi, deuxièmement, parce qu'il y avait un petit peu la prise de conscience écologique, surtout au niveau des transports, parce que les transports, c'est quand même quasiment 1/3 des émissions de CO2 en France. Et du coup, le ferroviaire, ce qui est le mode de transport le moins carboné, travailler un petit peu dans ce domaine-là pour l'aider à le développer et finalement décarboner le secteur des transports par le ferroviaire, c'est quelque chose qui, à mon avis, a motivé des gens spontanément, chose qui n'était pas forcément possible avec l'aérien, où là, l'aérien, d'autant plus à cette époque, où c'était compliqué d'un point de vue économique. Alors, est-ce que tu dirais qu'en tout cas, il y a un mouvement de génération, que tu sens quelque chose de cet ordre-là ou pas? Oui. Alors c'est pas non plus un mouvement massif, mais il y a quand même une prise de conscience écologique très nettement de la part des jeunes, et qui plus est des jeunes ingénieurs. Ça, c'est clair et net. Pour autant, il y a toujours la passion des gens. Il y a quand même aussi dans l'aéronautique, il y a beaucoup de personnes qui y vont parce qu'ils sont passionnés depuis tout petit. Et ça se comprend. Moi aussi, j'étais passionné d'aéronautique auparavant. Et puis, mais en fait, c'est compliqué quand même de se dire, voilà, ma passion, c'est quelque chose qui est néfaste finalement pour l'effet de serre, pour le climat plutôt en général. Et c'est compliqué de se dire, je vais travailler dans un secteur qui pollue, quoi. Actuellement, c'est le cas, malheureusement. Et c'est quand même compliqué c'est ce pourquoi aussi, l'Estaca est très axé sur... fait beaucoup vendre finalement son aspect passion, métier d'ingénieur, ça doit être une passion, etc. C'est d'ailleurs
aussi pour cette raison qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent faire aussi de l'ingénierie du sport automobile. Mais voilà, c'est comme l'aérien. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vivre dans un monde, on va dire, durable, on a besoin de ce genre de métier? Alors, ça se discute. Ça se discute, mais d'un autre côté, on ne peut pas empêcher les gens qui sont passionnés, etc., de les rendre, on va dire, malheureux, parce que c'est pas le but, mais de leur dire, bah non, venez dans un autre secteur qui pollue moins. Et tu ne crois pas qu'on pourrait être volontaire sur cette question, c'est-à-dire sans briser les rêves et les passions de certains, ce que tu dis là, quand même être un peu plus proactif? C'est une question que je mets sur la table. Hein. J'ai d'autres exemples, parce que je connais des gens qui sont en automobile et qui, eux, ils font la distinction entre moi, j'ai un métier qui va être durable, mais je garde ma passion quand même à côté pour mon temps libre. J'avais même un cheminot retraité avec qui je discutais et qui me disait, alors lui, il était conducteur de train, il a fait toute sa carrière là-dedans. Et il me disait, il adorait les trains, etc. C'était vraiment son truc. Et il y avait sa femme à côté qui lui disait, oui, enfin, t'aimais aussi les bagnoles, etc. et tout. Et il disait à sa femme, mais je trouvais ça assez intéressant, c'est de se dire, ouais, mais si les trains, c'est toute ta vie, quand tu fais de la conduite, etc., tu seras à ta retraite, finalement, tu vas plus que vivre de tes passions. Et il était très bien content d'avoir quand même les voitures à côté, etc., pour pouvoir, sur son temps libre, finalement, s'adonner à sa passion et faire un truc utile, finalement, dans son métier, qui lui faisait tout autant plaisir, bien sûr. Donc j'entends les motivations à venir dans la filière ferroviaire. Et maintenant, vous avez fait combien? 4 ans d'études, tous les deux, 5 ans 5. Moi, c'est à moitié parce qu'il y a une césure qui est passée par là entre-temps. Ah, raconte-nous ça, Roxane. Donc, une césure. Justement, j'étais à la fin de ma 4e année de l'ESTACA. Donc, parcours ferroviaire. Voilà, donc première année normale. Après 2, 3, 4 en filière ferroviaire. Et à la fin, en fait, je ne me voyais pas débarquer comme ça, débouler dans ma 5e année. Et de me dire, faut que je choisisse déjà mon stage de fin d'études, donc potentiellement ça me rapproche aussi d'un CDI, etc. par la suite, vu le nombre de choix qui étaient devant moi. D'accord. Il y avait trop de choix. Trop de choix. C'est le bonheur. Trop de choix. Du coup, j'ai décidé de faire une césure pour découvrir davantage sur le terrain, donc en entreprise, vraiment, en immersion, directement plusieurs aspects. Du secteur. Et en fait, j'ai commencé, donc j'avais fait mon stage de 4e année plus dans une start-up, du coup, là, qui était orientée, c'était des technologies ferroviaires, mais pour créer un nouveau système de transport urbain. Alors il y a que moi qui suis perdue ou... Non, prendre l'exemple peut-être du FEBEBA à Wuppertal. Oui. C'est un peu la même chose. C'est pas exactement Wuppertal, mais en fait, c'était vraiment, faut imaginer des rails à 10 mètres de haut. Et les mêmes technologies ferroviaires, donc un bogie. Et du bogie est suspendu une cabine de train, mais beaucoup plus petite. Donc c'est des transports, on appelle ça l'offre à la demande. Et transport à la demande, pardon. Et donc voilà, c'était le système. Donc ça me permettait de rester dans ce bain ferroviaire, toutes ces technologies. Mais en même temps de m'ouvrir un petit peu sur le transport urbain. Et est-ce que tu penses que le système des startups, c'est quelque chose qui peut s'appliquer au ferroviaire ou c'est des systèmes trop lourds pour permettre de l'agilité à des boîtes qui découvriraient ou qui rentreraient, qui correspondraient peut-être plus à des attentes de génération sans vouloir rentrer dans les méga groupes? Tu disais que tu avais trop de choix. Et est-ce qu'aller dans des toutes petites structures type start-up, ça te permet de maturer ton choix ou pas du tout? Moi, ça m'a permis d'avoir une bonne vision sur l'ensemble des différents paramètres à prendre en compte, en fait, donc pour créer un système de manière globale, système ferroviaire du coup. Ça, tu ne l'avais pas vu à l'école, enfin concrètement, je veux dire. Alors si, mais je ne l'avais pas vécu. D'accord. Et c'était ça qui me posait des questions, c'était de est-ce que je vais me plaire si je pars plus dans un côté exploitation, plus dans un côté... je voulais voir aussi le domaine des appels d'offres. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. À chaque fois, je le dis, c'est le monde du matériel roulant et de l'infrastructure, ça n'a rien à voir. Le monde de la conception, de l'exploitation, de la maintenance, on part encore autre part. Donc, c'est vraiment, il y avait trop de choix et je voulais les découvrir un peu plus près. Alors c'est là que je devrais dire, dans le ferroviaire, est-ce que vous savez tous les deux à peu près combien de familles de métiers il y a? 7.
si je me souviens du jeu des 7 Combien familles. Bien joué, mais non. C'est un peu compliqué à dire parce qu'il y a tellement d'interfaces, on va dire, un peu entre les métiers et même d'interfaces entre les sous-systèmes du système ferroviaire. Moi, avec moi, exploitation, maintenance, on peut faire, il y a 36 000 découpages en fait, qui existent. Il y a 36 000 découpages, on pourrait très bien dire il y a le matériel roulant, il y a l'infrastructure, on peut faire vraiment de manière très binaire comme ça. Après, il y a des gens qui sont plus exploitation, maintenance, conception, comme les spécialités à l'ESTACA en 5e année, qui d'ailleurs ils vont rajouter une spécialité plutôt travaux d'infrastructure dans l'année prochaine. Mais c'est assez compliqué de répondre. Alors moi, je peux répondre quand même. Je vous aide un tout petit peu. À la grosse, on est autour de 150 familles de métiers. Ouais. Ah oui, et le jeu de cette famille auquel tu fais penser, Roxane, délibérément, il a voulu être beaucoup plus synthétique en mettant les grandes catégories que sont tout ce qui tourne autour du train, de l'exploitation, donc faire transporter les gens, tout ce qui relève donc, de la conduite aussi, de l'accueil client jusqu'à la conduite, donc on a l'ensemble du produit train. Et puis après, il y a tout ce qui permet de faire circuler le train. Derrière, tout ce qui relève de la circulation des trains, en dehors des trains. Et puis, les métiers de la conception, les métiers du management aussi, qui sont en très grande tension. Et je comprends, Roxane, et je pense que c'est un peu pareil pour toi, Arnaud, que choisir dans cette étendue aussi vaste, ça doit être hyper compliqué. Ouais, surtout, là, par exemple, là, j'ai fini mes études, comme je n'ai pas fait de césure. Et là, pour choisir son premier métier, c'était pareil. Comme j'avais découvert un petit peu tout, j'allais pas me plaindre parce qu'il y a des gens, ils ont parfois du mal à trouver un métier dans un secteur qui leur plaît. Là, c'était l'inverse. Là, c'était vraiment le secteur me plaît, mais il y a vraiment trop de choix. Donc, mais on n'arrive pas à choisir parce que tout est intéressant en fait, et tout est important en plus dans le système. Alors du coup, si tu nous dis un petit peu où tu en es aujourd'hui. Alors là, j'ai accepté un job qui s'appelle cadre traction. Donc les cheminots connaissent bien, à mon avis, cette dénomination. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas cheminots. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est responsable de conducteur de train. Donc en l'occurrence, moi, je m'occuperai de conducteur de TGV. Mais avant ça, il y a une formation assez longue à suivre, de 2 ans à peu près. Pour être encadrant ou pour être conducteur ? Pour être encadrant. C'est-à-dire 2 ans avant la prise de poste. Et dans cette formation-là, il y a 9 mois environ de formation théorique à la conduite. Il va y avoir 9 mois où je vais conduire tout seul comme un grand sur les lignes. TGV ? Alors pas non, ça sera sur les Transiliens, donc ça sera à Saint-Lazare. Et après, au fur et à mesure, donc ça fait à peu près 1 an et demi. Ensuite, je crois qu'il y a une formation en management assez courte à l'issue de cela. Et ensuite, je serai responsable du coup d'une trentaine de conducteurs de TGV sur l'axe Paris-Sud-Est. Redis-moi ton âge. Là, j'ai 22 ans. Voilà. Donc dans 2 ans, théoriquement, un peu moins de 2 ans, tu vas avoir la responsabilité de manager et sur du TGV. Et sur du TGV en plus, donc qui est un beau produit, qui est un produit assez emblématique, c'est même la fierté ferroviaire française, je pense. Et en plus, ce sera sur le premier axe qui accueillera le nouveau TGVM, donc le nouveau TGV de Alstom qui va bientôt circuler sur les lignes à grande vitesse de France. Qui est dévoilé par petites touches régulièrement. C'est ça. Là, il a bien été dévoilé, mais on va avoir effectivement, notamment à l'intérieur des trains, voir un petit peu tout le monde. C'est marrant, t'as les paillettes dans les yeux quand t'en parles. C'est vraiment pour quelqu'un qui vient de l'aérien, qui a oublié les oiseaux, les avions, le train magique de demain. Virage à 180 degrés quasiment. Ouais, c'est super excitant. Non, du coup, ça, tu vas déterminer Roxane à faire à peu près la même chose ou pas ? Je sais pas si c'est son truc, la conduite de train. Roxane, dis-nous. Moi, du coup, je suis partie plus du côté. En fait, là, je viens de commencer. Tu as fini ta césure J'ai fini ma césure et là, du coup, je commence ma 5e année depuis 1 mois. Et j'ai pris en fait du coup une substitution de diplôme où du coup en fait je fais ma 5e année non pas à l'ESTACA mais au Pont et Chaussée dans le master transport et mobilité. Ah oui. Parce que je voulais me rapprocher. Alors le ferroviaire du coup comme il l'a très bien illustré c'est le TGV français etc. Mais moi je suis plus du côté du ferroviaire du plus petit ferroviaire, du métro, du tramway, donc plus du transport urbain. Voilà. Ouais. C'est pour ça du coup donc, que je suis partie dans ce master. Donc on verra où ça me mène à la fin de cette année.
Mais ce que je retiens, c'est que tous les deux, vous n'avez absolument pas l'inquiétude de ne pas trouver de travail. Non. Et pas un travail qui ne vous passionne pas. Non, non plus. C'est ça. Quand même vachement important. La seule difficulté, c'est choisir. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc c'est un choix de riche, hein. Un problème de riche. C'est un peu ça, exactement. Et en plus, dans une des questions du coup, que tu avais évoquées tout à l'heure, de pourquoi en fait, la filière a l'air de bloquer un petit peu, alors que les gens n'ont pas forcément envie d'y aller par eux-mêmes avant de la connaître. Je pense qu'il y a cette vision aussi de t'es enfermé. Quand tu vas dans le ferroviaire, t'es enfermé, alors qu'en fait, t'es enfermé dans une bulle, mais qui est stratosphérique. C'est immense. Enfin, Oui, T'es enfermé dans l'univers. On peut, c'est ça, quoi. C'est comme nous, on est ici, mais... Non, mais on est enfermé dans un truc, mais on n'est pas enfermé du tout parce que j'ai pas... Comme il l'a dit, on n'a pas peur en sortant de nos études, de trouver un travail, et donc on n'a pas peur de le trouver. Mm-hmm. Et on n'a pas peur de ne pas s'y plaire parce qu'au pire des cas, si ça arrive, ça peut arriver, de ne pas s'y plaire, on peut rechanger. Et assez facilement. Mais ça n'arrivera pas. Hein ça n'arrivera pas. Mais... Non, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le ferroviaire, les gens ils ont un peu une mauvaise image du ferroviaire parce que... Je voulais y venir justement, oui, très bien. La SNCF, les grèves. On ne cite pas les marques. Etc. Non, mais c'est souvent des images épinales, mais oui, en effet. C'est souvent ce qu'on entend. Et puis on a beaucoup aussi maintenant dans les récits publics, oui, vivement la concurrence, etc. Alors, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai aucun souci à ce niveau-là, heureusement d'ailleurs. Mais c'est un peu tout ça forme un peu, on va dire, une image un peu, on va dire, très raccourcie du ferroviaire. Alors que derrière, il y a plein de métiers qui sont tout aussi passionnants les uns que les autres. Et il y a aussi pas mal de personnes que je connaissais dans mes stages, que j'ai rencontrés, qui ont une quarantaine d'années et qui faisaient avant de l'automobile, par exemple. Et hop, ils ont migré dans le ferroviaire et là, ils s'y restent. Ils partiront plus jamais. Ils partiront... je ne sais pas s'ils partiront plus jamais, mais en tout cas, ils s'y plaisent. Il y en a qui changent même à la fin des études, quoi. Ils ont fait tout leur parcours dans une autre filière. Et à la fin, mais vraiment à la fin, bifurcation, là, au dernier virage... c'est ça que... Stage de fin d'études. C'est un point dans intéressant que tu viens de dire, Roxane, parce qu'en fait, l'émission, quand on l'avait conçue, on était plutôt sur, on va dire, une thématique de reconversion des gens qui viendraient d'un tout autre secteur, peut-être des mobilités ou pas, de l'industrie ou du secteur tertiaire, et qui, ne connaissant pas le secteur, n'ont pas ce choix-là en tête. Se dire, j'ai envie de changer. On est dans un moment où la reconversion, c'est vraiment un mouvement massif et en profondeur. Et donc, si le secteur n'est pas visible, clairement, il n'attire pas. J'enfonce une porte ouverte. Mais ce qui ne se dit pas suffisamment, c'est que même des gens qui auraient une conviction, comme celle des camarades qui ont suivi l'automobile, peuvent venir quand même rejoindre. De mobilité à mobilité, il y a des passerelles évidentes. Mais si on n'est pas dans le secteur des mobilités, est-ce que vous pensez l'un et l'autre, par exemple dans l'industrie tout court, on va élargir un peu, ou dans un autre secteur, est-ce que d'après vous, c'est compliqué? Vous êtes des ingénieurs, donc on va essayer d'aller un peu plus large. Est-ce qu'il est possible, en gros, le ferroviaire est-elle une terre d'accueil ou pas? Oui. Oui. Je pense que c'est un secteur qui est quand même, en règle générale, assez accueillant et bienveillant. En fait. J'ai l'impression que quand on entre dans le ferroviaire, les gens sont contents de partager leurs connaissances, de partager tout ce qui peut exister en fait, et de transmettre un savoir, des compétences. Ça, c'est caractéristique du secteur, vous le trouvez tous les deux? C'est caractéristique du secteur, d'autant plus que, je pense notamment à des métiers de maîtrise et même d'exécution. Quand on rentre à la SNCF, quand on rentre dans une boîte de BTP qui fait du ferroviaire, etc., on est direct formé, parce que c'est obligatoire, parce qu'il y a des normes de sécurité ferroviaire, et en même temps, à l'occasion, on est aussi formé un petit peu au métier, et les entreprises, elles ont très bien compris que pour attirer du monde, il faut les former, il faut proposer une formation sur le terrain par l'entreprise. C'est très présent à la SNCF, mais c'est aussi très présent dans d'autres entreprises. Soulève une merveilleuse question. Merci de la transition, Arnaud. Je voulais y venir, j'étais en train d'y penser. Merci. La question que je voulais poser, parce que tous les deux, vous avez présenté les STACA. Pour ceux qui ne connaissent pas, on y reviendra. D'après vous, l'offre de formation, on va dire généraliste, avant d'entrer en école d'ingénieur, que ce soit pour les bac -3 ou bac +5, est-elle suffisamment étoffée ou non?
C'est-à-dire, si on ne vous en avait pas parlé par hasard, pour le ferroviaire en particulier? Oui, bien sûr. Alors déjà, elle n'est pas connue, si elle existe, parce que moi, j'ai pas mal d'exemples un petit peu de des spécialisations. Alors, surtout avec ma vision, on va dire, école d'ingénieur, je connais surtout un peu les écoles d'ingénieurs, et même ça, il n'y en a pas tellement. Donc, il y a les STACA qui forment vraiment au système ferroviaire, donc il y a un peu la formation de référence en ingénierie ferroviaire. Après, il y a d'autres formations, on va dire, il y a un master en génie civil ferroviaire à l'IMT Nord-Europe en alternance. Oui. Ça, l'alternance aussi, c'est quelque chose, on y reviendra le temps d'y revenir. Il y a une spécialisation, alors il y a un master spécialisé à l'école des ponts, mais là, c'est même pas une formation universitaire, c'est vraiment un complément, exactement, un bac plus 6. Et après, en termes de bac plus 3, il y a des licences un petit peu qui poussent par-ci par-là avec des spécialisations qui ne sont pas du tout mises en avant en fait par les écoles. Je pense notamment, alors là il y a un truc tout récent avec une spécialisation, je crois, en signalisation ferroviaire, voire même un BUT en signalisation ferroviaire à l'université de Nîmes là, qui a été ouvert cette année, je crois. Oui. Tout à fait. Il y a aussi, je crois qu'à Lille par exemple, il y avait une spécialisation, il y avait une licence 3, enfin une licence tout court, en maintenance des matériels ferroviaires. J'ai découvert ça récemment. Mais ça, c'est des choses qui sont vraiment... c'est à moins de connaître vraiment le secteur, et surtout après coup. On n'a pas idée, finalement, dans les brochures UNICEF ou dans les... Alors, je ne dis pas que l'UNICEF fait mal son travail, mais dans les... Bah si. Mais je dirais plutôt que dans la filière ferroviaire ne se met pas en branle, pardonnez-moi l'expression, pour promouvoir ces métiers. Et surtout pour promouvoir les formations. Alors d'après toi, ça relève de la responsabilité de qui? Ça relève. Alors, et Roxane, tu peux avoir ton opinion évidemment. Les entreprises. Si je l'arrête pas, je l'arrêterai. Parce que c'est un sujet avec lequel on travaille ensemble, Auria, et aussi avec la FIF, la Fédération des industries ferroviaires. Et c'est un problème parce que on essaie tant bien que mal de promouvoir des formations. Après, qui doit promouvoir? Il y a les entreprises qui le font très bien parce qu'elles proposent elles-mêmes les formations, mais si on leur demandait de promouvoir d'autres formations pour aller ensuite choper à la sortie les diplômés, ça pourrait être par exemple une solution. Après, il faut aussi peut-être faire faire la caisse un petit peu de toutes les formations qui existent en France. Voir un petit peu aussi quels sont les manques, quels sont les besoins des industriels en termes de formation et pas seulement ingénieurs. Je pense notamment, je sais que SNCF Réseau a des gros problèmes pour recruter des essayeurs signalisation, donc, qui sont des métiers qui sont très spécifiques, qui demandent beaucoup de formation, je crois que c'est environ 5 ans, où on n'est pas vraiment autonome dès le départ parce que ça touche vraiment à la sécurité ferroviaire et en plus c'est des métiers qui sont difficilement externalisables, donc faisables par d'autres entreprises et ça pour autant il y a le problème un petit peu de voir des formations, on va dire généralistes universitaires qui émergent parce que en fait ça ne produit pas de certification en fait derrière. Et l'enjeu des certifications pour les entreprises, c'est-à-dire que eux, peu importe si tu as fait du ferroviaire avant ou pas, de toute manière, il faudra, une formation, une licence ferroviaire ou quoi que ce soit, il faudra te certifier de toute manière. Et donc, ils sont prêts à prendre, on va dire, n'importe qui, parce qu'en plus, il y a des tensions dans le secteur. Donc, c'est difficile un petit peu j'ai l'impression pour les entreprises de justifier, on va dire, de prendre des gens qui viennent de formation ferroviaire plutôt que d'autres, parce qu'après, il faudra les reformer de toute manière. Bon, donc ce que je comprends, c'est que ceux qui ont la charge de la formation, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup les entreprises. Parce que, les compétences sont rares et fines, et qu'ils ne résistent pas d'organes de formation, on va dire, plus macro que des organismes de formation spécialisés, qui délivrent des formations ferroviaires métiers, mais qui sont soit pas connus, soit pas accessibles à des étudiants, c'est ce que je comprends. C'est ça. Et qui font que, du coup, comme on a peu de formés, on a peu de sortants. Et tu rajoutes aussi, dès lors que les formations existent, mais qu'il n'y a pas de publicité faite sur ces formations-là, les gens ne s'y inscrivent pas et donc ne sont pas formés. Il y a ça, et puis il y a quand même le vernis, on va dire, ferroviaire, il n'est pas très reluisant, malheureusement, parce que
les gens, quand ils veulent faire un métier... On va attaquer le dur. C'est vrai, quand les gens, ils veulent... Enfin, c'est par exemple, j'en prends l'exemple de l'Estaca. Hein. D'un côté, il y a l'aéronautique, fleuron industriel, ça fait 2% du PIB, je crois, de la France que j'ai vu, etc. Donc, c'est une filière de prestige, tout le monde veut y aller, même s'ils n'ont jamais entendu parler d'aéronautique ou s'ils n'ont jamais fait de l'aéronautique, ils ne sont pas forcément attirés. Ils y vont de manière spontanée parce que c'est la valeur sûre, ça recrute effectivement, et il y a de l'argent à se faire. Le ferroviaire... ça recrute ? Le ferroviaire, alors ils ne savent même pas que ça recrute. Ils ne savent pas que ça recrute, et eux, quand on leur parle... En fait, de toute façon, en règle générale, quand on parle de ferroviaire, c'est quand ça se passe mal, malheureusement, donc les grèves et tout. Oui, mais l'aérien, on pourrait aussi opposer qu'un accident aérien, même s'il y en a qu'un pour les je ne sais combien... C'est vrai, il y a aussi des grèves dans l'aérien. En effet, donc... mais tu vois, l'aérien, voilà, un avion qui vole dans le ciel, c'est un peu reluisant, a priori, ça fait plus rêver qu'un train qui roule sur des rails, et c'est ça aujourd'hui qu'on essaie de changer, parce que derrière, faire rouler un train sur des rails, il y a une technique qui est absolument... il y a des domaines inexplorés par la plupart des gens que personne ne connaît et qui alors je me tourne vers Roxane, tu partages son point de vue ou pas ? Moi justement, j'allais rebondir sur le fait que je suis d'accord avec le fait que c'est une filière et un domaine qui est invisibilisé en fait. C'est dans le quotidien de je ne sais pas combien de Français et de personnes dans le monde en général aussi. Mais c'est pas... Personne comprend ce qui se passe derrière et du coup personne n'arrive à imaginer et à connaître et à la curiosité d'aller chercher tout ce qui se passe dans ce domaine en fait. Et on n'imagine pas à quel point c'est un système qui est complexe et où il y a, comme Arnaud le disait, il y a plein de trucs derrière qui se passent, comment les gens se plaignent souvent qu'il y a des grèves, machin, etc. Quand il y a des grèves, c'est qu'il y a eu plein d'autres éléments avant et que c'est des problèmes donc, qui relèvent donc, forcément de temps en temps du coup, d'incidents humains. Mais il y a plein de fois où c'est juste le système en lui-même. Enfin, c'est un système très complexe et compliqué à exploiter. Et en fait, des fois, il y a les gens... Par exemple, un truc qui est invisibilisé, c'est il n'y a pas de retard sur votre train. Ouais. Mais c'est grâce à tout un effort humain qui a été fait derrière. Donc c'est pas la norme. Qu'on ne voit pas. Voilà. Donc il peut y avoir des trains qui sont à l'heure parce qu'ils sont à l'heure et tout s'est bien passé. Mais il y a des trains qui sont à l'heure alors que c'était pas du tout joué d'avance. Et ça, on le voit jamais. Mais est-ce que tu penses que ça, c'est quelque chose à valoriser ? Totalement. Parce qu'on peut aussi t'objecter, c'est normal, je prends un train pour qu'il soit à l'heure, c'est pas pour qu'il soit en retard en fait. Et je vais pas dire merci parce qu'il est à l'heure. Ou qu'il arrive tout simplement à son point de terminal. Tu vois la nuance, comme elle est délicate ? Mais après, les gens aussi, ils n'ont pas aussi l'idée de la masse de trains qui circulent, par exemple, sur une ligne et faire rouler. Enfin, c'est déjà un miracle, notamment en Ile-de-France, de faire rouler tous les trains qu'il y a actuellement, parce qu'en plus, il y a des travaux ferroviaires à faire. Il y a des aléas, comme par exemple des problèmes de fermeture de portes. Des feuilles mortes. Des feuilles mortes, etc. Donc, c'est un environnement très contraint, voire surcontraint, et sur lequel on arrive quand même à faire rouler énormément de trains. Mais en plus de ça, ça me fait penser aussi à... Je discutais avec quelqu'un qui était ingénieur aussi, qui avait fait l'école polytechnique, et je lui disais, ouais, moi j'ai fait de l'ingénierie ferroviaire, et j'ai pris un job du coup à la SNCF pour être responsable de conducteur de train, donc je vais conduire. Et là il me disait, pas besoin d'être ingénieur pour ça, de toute façon les trains ça va tout droit. Alors là quand il me dit ça, je me dis, oula, alors là, lui, je ne l'ai pas raté, et je lui ai expliqué derrière un petit peu tout le bazar qu'il y avait en coulisses, finalement, enfin le bazar ordonné, j'ai envie de dire. Attention. Il y a en coulisses, oui, bien sûr. Mais, les secrets de cuisine, comment ça marche ? C'est ça, exactement. L'arrière-cuisine, en fait, les gens, ils n'ont pas idée. Et voilà, il y a même des gens, c'est plutôt notamment des gamins, et qui disaient, qui croyaient que, par exemple, sur les anciennes locomotives, il y avait un espèce de cerclot pour pouvoir, on va dire, réguler la puissance du train. Et pour eux, c'était un volant. Alors, c'est très bien ce que tu dis, je t'arrête un instant. À l'approche d'un aiguillage, hop, comme ça, comme les voitures. Mais c'est drôle parce que cette question, elle est revenue avant-hier. J'étais dans un établissement scolaire à Choisy-le-Roi. Et la première question qu'on nous a posée, c'est il y a un volant dans un train ? Et oui, mais ils ont 14 ans. Cette question, si je la pose à quelqu'un dans la rue, je suis persuadée qu'elle est toujours valable. Il y a des images d'Épinal, mais ce qui est normal. Hein. Mais est-ce que vous pensez, du coup, tous les deux, vous rejoignez quand même sur cet argument-là, que pour faire la promotion de ce secteur, il faut faire un peu de pédagogie sur le comment ça marche ? Je pense que montrer davantage ce qui se passe en coulisses, déjà, ça ouvrirait les yeux aux gens sur les possibilités qui existent dans ce secteur.
En même temps, ça peut être un point, je pense, clé pour débloquer un petit peu l'afflux de candidatures, on va dire. Si elle manque, tu pars de l'idée du coup qu'elle manque. Mais si les candidatures, il y en a beaucoup et que malgré tout, on n'arrive pas à recruter. Tiens, je vous donne la copie, vous avez 4 heures. Qu'est-ce qu'on fait? Pour moi, ça recrute. Hein. Voilà. Pour moi, ça recrute. On fait ce qu'on fait là. C'est surtout, moi, ce que je pense, c'est tout ce qui est de promotion, on va dire. Faut aller dans les lycées, dans les collèges et expliquer comment marche le ferroviaire. C'est vraiment aussi simple que ça, parce que les avions, les gens, c'est pas très compliqué. Hein. Les avions, ça décolle, il y a des réacteurs. Bon, je suis très réducteur, hein, mais non, mais c'est surtout que comme le ferroviaire. Non, mais Arnaud, regarde, l'avion, sans expliquer comment ça marche, en soi, c'est déjà un miracle. Non, mais... Donc, pour convaincre les gens de venir dans l'aérien, c'est pas ça qui fait venir les candidatures. Bon, alors toi, tu as la lecture d'ingénieur, j'entends. Oui, c'est sûr. Mais pour de nombreuses personnes qui ont postulé, par exemple, pour être hôtesse de l'air ou hôte d'air, le job est au steward, et ils ne s'intéressent pas forcément au comment ça marche. L'aérodynamique, le décollage, l'atterrissage, bref, globalement, c'est aussi un miracle si on arrive à décoller, t'attaques et atterrir. Hein. C'est pour les métiers techniques, effectivement. Alors voilà. Si on veut attirer des gens techniques pour faire des métiers techniques dans le ferroviaire, évidemment, c'est mieux de les appâter avec des arguments techniques, savoir un petit peu comment ça marche et voir un peu la machine qu'il y a derrière. Après, pour d'autres métiers qui ont plus en rapport avec, par exemple, le contrôleur, conducteur, c'est quand même un métier technique, donc mais ça ne touche pas directement dans les rouages du train, quoique. Mais pour des métiers plutôt en lien avec le service, c'est peut-être peut-être parce que je suis trop ingénieur, donc du coup je ne saurais pas comment le mettre bien en avant. Moi, je pense qu'il y a des arguments quand même qui sont assez comment dirais-je, qui marchent assez facilement sur l'écologie, par exemple. Ça, étonnamment, pas tant que ça en fait. Il y a un truc que je vais taquiner un tout petit peu parce que là, vous êtes présents tous les deux. À l'Estaca, il y a combien de filles en filière ferroviaire? Alors nous, on était 5 pour une classe de 40. Ouais, je crois que donc vous faites le ratio, ça fait. C'était 10%. À peu près. Même pas. À peine moins. Mais là, cette année, en 5e année à l'Estaca, je crois qu'il y a... Une fille. Une fille. Bon. Donc je vais toucher du doigt un point qui est quand même important. Quand on fait de la promotion des métiers, évidemment, on met en valeur le fait que les métiers du ferro ne sont pas genrés, on est d'accord? Quelle que soit l'orientation sexuelle, quel que soit le genre des gens, voilà, tous les métiers sont réalisables par l'un ou par l'autre. Et on voit bien que c'est dur de séduire les filles et qu'on a quand même des opérations très très régulièrement pour dire venez les filles, intéressez-vous à ce secteur. J'aimerais poser la question à l'un et à l'autre, l'une et à l'autre. Vous apportez la réponse que vous voulez tous les deux parce que c'est intéressant d'avoir cette notion de mixité, le regard porté par un garçon, le regard porté par une fille. Vous avez droit à 2 arguments chacun. Ah. Sinon, on peut passer l'après-midi. Je réfléchis. Honneur fille, on peut commencer par Roxane. Arnaud. Oui, parce que je ne me rappelle plus la question. Parce que je sais que tu vas ruminer ta réponse. Roxane, si tu veux dire. Moi aussi, je rumine ma réponse. Très bien. Pareil, j'ai encore trop de choix. Pourquoi il n'y a pas tant de filles, pas assez de filles, et comment on peut avoir plus de filles? Si tu veux te donner un peu un champ de réponse. Ça me fait penser à quelque chose quand tu me dis 2 arguments. Il y a un argument moi, qui m'a fait avoir une bien meilleure vision en fait, du monde du ferroviaire en tant que fille. Ouais. Moi, c'était quand on m'a expliqué que le ferroviaire, en fait, c'est un petit peu chaque train est unique. Donc, c'est un petit peu en fait un monde de, enfin, c'est un petit peu du luxe. Chaque chose va être fait un petit peu sur mesure, réglé au millimètre près. Et ça, on ne le soupçonne vraiment pas. On s'imagine toujours la grosse machine, etc. Alors qu'en fait, non, c'est de l'horlogerie, un train. C'est très, très fin. Et c'est cette vision-là, moi, qui m'a fait aussi apprécier encore plus ce domaine-là, que je voyais au début un petit peu comme un... épais, voilà, robuste. un petit peu bourrin. En fait, pas du tout. Bien. Un autre argument? On se répond. Ok, on fait la très balle. bien, vas-y. Moi, en règle générale, si je dois faire un premier constat, c'est que, on va dire, au niveau c'est plus facile, on va dire, au niveau des cadres, des ingénieurs, d'avoir des filles qui travaillent dans le ferroviaire que dans les métiers de maîtrise où c'est beaucoup plus. Tu passes par collège manuel. Comment dire, d'entreprise, c'est-à-dire par corps cadre.
maîtrise, oui, c'est ça, exécution. exactement. Quand je passe par là. Mais en fait, c'est tout simplement parce que y a une vision qui est assez fausse de dire les métiers manuels pour aller poser des voies, par exemple, pour aller dans un poste d'aiguillage, pour conduire les trains. On a tous, quand on pense à ces métiers-là et on pense aux gens derrière, on pense automatiquement à des hommes. Ouais. Donc ça, c'est des biais cognitifs. Exactement, c'est des biais cognitifs, alors qu'il n'y a pas, on va dire, de contradiction qui existe pour les femmes. Et à la question de comment on pourrait justement les convaincre à devenir dans ce secteur, j'ai pas trop la réponse, j'avoue. C'est une bonne question, parce que c'est très facile pour des ingénieurs d'attirer des filles ingénieurs, on va dire, mais pour par exemple des métiers qui sont de toute manière, qui sont de toute manière des métiers pénibles, que ce soit pour des hommes ou pour des femmes. Il n'y a pas de réponse. Voilà, j'ai pas vraiment de réponse. Après, c'est le terrain, c'est vraiment le contact avec le ferroviaire pur et dur. T'es pas là à rester dans ton bureau, etc. À faire. C'est très bien de rester dans un bureau. Hein, quand on est ingénieur, il y en a beaucoup qui font des études notamment, mais il y en a d'autres qui ont besoin un petit peu d'être beaucoup plus stimulés, de sortir de leur on va dire leur plus opérationnel, oui, voilà, et d'aller voir le terrain. Plus opérationnel. Et par contre, le message qui est apporté, c'est que l'opérationnel, c'est pas que pour les hommes. Ça, c'est très clair. Bon, je vais prendre des exemples aussi qu'il y a à l'Estaca, des filles ingénieurs qui font de l'opérationnel. Il y en a pas mal. Et surtout, en particulier, je ne sais pas pourquoi, mais en particulier dans les métiers de conduite de travaux, qui sont des métiers très opérationnels. Très dur, je crois qu'à l'Estaca, il y a plus de filles que de garçons qui s'orientent vers ce genre de choses. Alors étonnamment, nous, on a fait un sondage et sur les métiers de la conduite, on a eu plus de filles qui ont répondu que de garçons. C'est assez drôle, c'est un mouvement. Et on a interviewé des jeunes filles, donc qui sont collégiennes, et dans la majorité d'entre elles, il y avait vraiment une affirmation de dire non, c'est pas que des métiers de garçons, nous aussi on aime bien les d'or. Donc on sent qu'il y a des frémissements de bouger, mais ils ne sont pas assez importants pour qu'on se dise il y a une vraie transformation qui est en cours. Et tu as raison sur le métier, sur les questions d'être plus en phase avec des métiers opérationnels ou des métiers pénibles, ce à quoi on peut opposer les métiers d'infirmière, c'est un métier pénible. Or, on a de plus en plus de garçons. On a aussi des filles avec des contraintes horaires, des contraintes physiques, parce que bouger un brancard, c'est quand même pas un truc facile, ou déplacer les patients parfois dans certaines situations de prise en charge médicale. Donc, ça a longtemps été un argument, ça ne l'est plus aujourd'hui. Et pour certains métiers opérationnels, qui étaient typiquement ceux de la circulation ferroviaire, où je crois qu'ils avaient 0,2% de filles, il y a 15 ans de ça, on en a un peu plus aujourd'hui qui rejoignent la circulation ferroviaire, parce que les métiers ont été technologiquement, on va dire, améliorés. Et donc, pour bouger un aiguillage, c'est quand même une épreuve physique, on ne va pas se cacher. Mais le fait que la techno vienne remplacer le besoin de force physique permet aussi, mécaniquement, j'allais dire, d'avoir plus de filles. Ça, disons que la technique peut répondre de manière assez objective à améliorer la féminisation des métiers. N'empêche que les idées, ce que tu as proposé comme réponse, Roxane, d'une vision plus fine du secteur, plus jolie, pas plus jolie, mais on va dire moins... Plus délicate ? Ouais, plus délicate, voilà, merci. Plus délicate, ça peut être un argument pour dire, vous ne croyez pas que c'est un monde de bourrins, et les filles, elles peuvent y trouver aussi du sens, même ça, que dans l'objet et dans l'exercice de leur mission. Donc une fois qu'on a dit ça, il y a une réponse qui a été faite, qui était de dire, en fait, on recrute autant de femmes qu'il en sort dans les parcours qui nous intéressent. Peu de femmes entrant dans les parcours, tu l'as dit là sur les parcours de l'Estaca, qui est un exemple. Et d'ailleurs, j'allais me poser la question, est-ce que l'Estaca, c'est la seule école d'ingénieurs qui forme au ferroviaire ou pas ? Je t'ai pris l'exemple de l'IMT Nord Europe qui forme du coup au génie civil ferroviaire en alternance. Mais sinon, j'ai peut-être d'autres exemples, et plutôt, il y a quelques petites spécialisations dans certaines écoles d'ingénieurs, notamment, je crois qu'il y a quelques cours à l'ENSAM de ferroviaire, non, il n'y a pas... Ils n'ont pas fermé la filière, parce que justement, les filières s'ouvrent et se ferment. Mais du coup, ça m'amène quand même à une question qui me taraude. Les ingénieurs, c'est important pour demain, alors pour aujourd'hui et pour demain. Pourquoi on n'a qu'une seule école d'ingénieurs, d'après vous ? Spécifique, vraiment sur le ferro. Je ne parle pas des formations, mais je parle d'une école emblématique.
On a l'école d'aviation qui est vraiment magnifique, mais aussi d'autres centres de formation. Et pour vous, ça pose un problème ou pas? Ça va être un peu, je pense, entre le dilemme de l'œuf et de la poule qui arrive en premier, quoi. L'offre et la demande. Les écoles se créent parce que y a de la demande, et si après, derrière, soit elles ont peur que leurs étudiants juste ne viennent pas. Il y a des écoles de commerce, il y en a pas mal. C'est ça. Alors, de premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. On n'y est pas dans le secteur ferroviaire, on n'est pas dans ça. Je dirais qu'il y a quand même une grosse responsabilité, maintenant que j'y pense, des fédérations d'industrie, notamment ferroviaire, pour pas la citer. Parce que aujourd'hui, le ferroviaire, c'est une industrie quand même du temps long. Donc, il y a vraiment, faut vraiment, même si c'est un peu compliqué politiquement des fois de planifier sur le long terme, on a quand même besoin de ça pour pouvoir avoir un projet d'infrastructure. Ça dure environ 10 ans quand même en moyenne, voire plus pour les plus gros projets. Et il y a quand même, il y a des besoins de recrutement qui existent, qui doivent être mis en avant, et toute une filière aussi à mettre en avant, qui vont aussi avoir, eux, des besoins pour pouvoir... y a le train, finalement, Alstom, c'est comme Airbus, hein, c'est un assembleur, finalement, et parce que derrière, il y a toute une chaîne d'approvisionnement qui travaille. Et je prends l'exemple de l'aéronautique, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que l'aéronautique, ils ont réussi à se structurer autour de Airbus notamment, mais aussi Dassault et tout, avec des petits toutes les marques, sous-traitants. faire une troisième, sinon il n'y arrivera pas. faire avec des sous-traitants. Tu m'en trouves un troisième et on est bon. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, ils ont réussi à se structurer, et ils ont aussi structuré leur arsenal de formation, parce que des écoles d'ingénieurs dans l'aéronautique, mais il y en a à l'appel. Il y a l'ESTACA, Supaéro, l'IPSA, l'ELISA, il y a tous les noms qu'on donne à la naissance aux filles en 2004. Mais du coup, vous n'avez pas une frustration, vous, d'être tout petit dans une... Nous, en fait, on est noyés, justement, parce que l'ESTACA, les gens connaissent l'ESTACA parce que c'est une école d'ingénieurs aéronautiques. Donc, cette école d'ingénieurs aéronautiques post-bac est a priori la meilleure dans sa catégorie post-bac. Et la seule. Alors, il y a aussi... Dans le ferro. Dans le ferro, oui, mais là, je parlais de l'aéronautique, il y en a plein. Et en plus, nous, ferroviaires, on est noyés dans les autres filières qui existent, etc. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faudrait pas, créer une école d'ingénieurs ferroviaires, point. Ça suffirait? Quel est le volume d'ingénieurs nécessaire pour faire fonctionner? Moi, je l'ai en tête, le chiffre. Mais je crois que c'était 900, un truc comme ça, non? Alors, en fait, il en faudrait dans les 800, et on en sort entre 200 et 400 par an. C'est ça. Ce qui est largement insuffisant. Et dedans, il doit y avoir un pouillème de filles. Si on retrans... Donc 20 filles par an, ou 40 à la grosse. Et là, j'ai l'impression qu'on est sur une tendance baissière. Oui, malheureusement. Mais, après, nous, on n'a qu'un petit échantillon. À l'ESTACA, il n'y a que 40 personnes par promo. Oui, mais si là, cette année, il n'y a qu'une seule fille, c'est ce que tu disais. Et du coup, vous réagissez, vous. Je m'adresse plus à Roxane, et c'est sans faire de féminisme ou de revendication quelconque. Non, c'est une cause qui concerne les hommes et les femmes, en fait. C'est important de se dire, vous êtes les hommes et les femmes de demain, les citoyens. Je pense que les hommes sont très contents dans le secteur ferroviaire quand des femmes arrivent. J'avais senti ça, en tout cas moi, dans un de mes stages, qui était dans le milieu, vraiment, en fait, dans un atelier de maintenance. Donc pour le coup, j'étais vraiment la seule femme du site. Donc j'avais mes vestiaires, mes toilettes, j'étais contente. Très bien. Mais outre ça, en fait, j'ai vraiment senti qu'ils étaient contents d'avoir une présence féminine, en fait. C'est agréable d'être mixte, de la mixité, c'est super agréable. La mixité a eu pour eux, mais... Pour eux comme pour nous, il y a dans les freins qui peuvent aussi, comme on parlait tout à l'heure, les freins à l'engagement, en fait, féminin dans le secteur ferroviaire. Il y a peut-être aussi ce côté un peu masculin et peur, une appréhension en fait d'être dans un milieu trop masculin. Ça arrive encore, ça? Et de ne pas se sentir... Je pense que dans les ressentis avant de le vivre, je pense que ça existe encore dans l'imaginaire. D'accord. Mais dans le vécu, en tout cas, j'ai pas entendu de retour négatif d'aucune femme. Et donc, moi, de mon expérience, en tout cas, je l'avais très, très bien vécu, et j'étais même super bien accueillie. Du coup, c'était des opérations un petit peu lourdes, c'était des missions un petit peu... pas de manutention, mais on était dans le cambouis, j'avais les mains noires à la fin de la journée, j'adorais ça, et eux, ils étaient éclatés de rire, que j'adore ça aussi, et c'était une super bonne ambiance, j'étais chaleureux, et je me sentais pas comme femme, je me sentais juste intégrée, à l'équipe, on était tous là, et... Non, c'est bien, c'est un chouette témoignage.
Mais du coup, est-ce que quand tu vois arriver les nouvelles cohortes là, d'élèves de l'ESTACA qui potentiellement pourraient choisir, est-ce que tu es engagé personnellement pour aller faire la promotion de ce secteur au sein de l'ESTACA et ailleurs si tant est que ça se présente, pour dire oui, moi, vous voyez, mon expérience, c'est ce que tu viens de dire à l'instant. Et donc, si vous avez des réserves de cet ordre ou de cet ordre, il n'y a pas de raison, elles peuvent être levées par l'expérience et par le fait que vous me croyez comme témoin de quelque chose que j'ai vécu. Et est-ce que pour que ça marche, continue, je te laisse répondre, il faudrait que ce soit tenu à deux voix. C'est-à-dire, moi, je crois beaucoup à la parité, mais il faut encore en faire la démonstration. Est-ce que tu peux y croire ou pas ? Alors, je ne suis pas engagée personnellement dans le sens où je n'ai pas fait des actions pour. Là, je ne connais vraiment pas du tout les... du coup, en fait, c'est les premières années à qui il faut parler et à qui il faut ouvrir l'esprit, entre guillemets. Parce que c'est à la fin de la première année qu'on fait notre choix à l'ESTACA, donc ça arrive très vite. Donc, en ce sens-là, je n'ai pas fait d'action particulière. Et après, aller directement voir dans les autres filières ou à l'ESTACA dans les années plus hautes, en fait, les gens ont déjà choisi leur filière. Et aller vers le ferroviaire, au sein du ferroviaire, ce sera un peu prêcher les convaincus. Sa paroisse, oui. Non, mais vous êtes le vivier, en fait. Vous êtes les meilleurs ambassadeurs in situ. Comme il n'y a qu'une seule école, c'est forcément par là. C'est surtout à l'origine, on n'était pas passionnés de ferroviaire et on sait comment on est tombé dedans à peu près. Vous êtes reconvertis. C'est ça. Et on se met un petit peu à la place aussi des gens qui n'étaient pas avant dans le ferroviaire, et qui ne sont pas dans le ferroviaire en fait, et qui n'ont jamais envisagé d'ailleurs cette possibilité. Et nous, on a été aussi comme ça. Et on sait un petit peu les leviers, un peu les biais cognitifs qui existent. Style, par exemple, c'est surtout, notamment dans les journées portes ouvertes à l'ESTACA, c'est surtout les parents qui traînent leurs gamins pour aller faire les présentations, aller dans les stands d'associations, parce qu'on était dans l'association ferroviaire avec Roxane de l'ESTACA. Et en fait, on leur posait la question aux parents, on présentait un peu le ferroviaire et tout, et les parents, très pragmatiques, disaient c'est quoi les débouchés ? Bon, voilà, évidemment, c'est normal. Et c'est quoi ? Et parmi eux, il y en a qui disent du coup, vous finissez à la SNCF ? Je dis, attendez, il n'y a pas que la SNCF. C'est la vision très très fermée de l'imaginaire que tout le monde a. Exactement. Et c'est aussi cette partie de... C'est révélateur. Et les... Oui, je parle trop. Mais non, mais plus tu as le droit de prendre la parole, Roxane. Couple. Non, parce qu'il avait l'air très engagé dans son idée. Il a refait de priorité, mais tant pis. Je te la grille. C'était non, mais dans l'invisibilisation aussi du domaine ferroviaire, c'est pas que les différents métiers qui existent, c'est les entreprises en fait qui le composent. Tout à fait. Et on pense toujours que les seuls débouchés, c'est SNCF, RATP, alors qu'il y en a une multitude qui existent à côté. Très juste. Donc ça bloque aussi un petit peu, je pense. Et des grosses entreprises qui s'ouvrent à l'international, parce qu'il y a, notamment chez les ingénieurs, je pense qu'il y en a qui ont aussi pas mal la vision du ferroviaire, c'est qu'en France, etc. C'est difficile d'aller à l'étranger. Pas du tout. SNCF capte des marchés tu un peu... spontanément je reprends SNCF parce que... Alors, non pas parce que ça sera ma future boîte. Non, voilà. Parce que c'est un exemple que j'ai, parce que pour les gens pour la plupart des gens, aller à la SNCF, c'est travailler en France, point. Alors que non, il y a d'autres choses. Il y a Alstom, qui est le fleuron industriel français dans le ferroviaire, qui est implanté partout, on va dire, dans le monde. Il y a aussi pas mal de boîtes de BTP, genre Colastrail pour Bouygues, etc. Comment citer trois ? Parce que je vais arriver à des défauts de concurrence. Non, mais on va pas tout citer. Sinon, on va avoir des problèmes. Ou zéro, ou plein. Non, mais je prends des exemples comme ça parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui se posent la question. Je me dis, mais je ne connais pas les entreprises du ferroviaire, à part SNCF et à la rigueur Alstom et aussi RATP, bien sûr. Les gens ne connaissent pas du tout. Et il y a beaucoup de personnes qui ont envie d'aller à l'étranger, qui ont envie de découvrir un petit peu. D'une part, déjà, le savoir-faire ferroviaire français, il est bien reconnu à l'étranger, alors surtout par le TGV, mais aussi pour les projets urbains, par exemple le Grand Paris Express, c'est un peu notre vitrine de transport urbain, et pas que. On est aussi en France le premier métro automatique qu'à Lille. Donc ça, voilà, il y a des choses qu'on peut faire valoir à l'étranger, et il y a surtout énormément d'opportunités à l'étranger qui existent dans le ferroviaire, pour lesquelles des entreprises françaises sont impliquées. Donc, et ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi un petit peu...
Je vais presque conclure parce qu'on arrive au terme de l'émission et il me reste quelques minutes. Mais je comprends qu'il y a plein d'atouts qu'il faut absolument valoriser, soit au niveau des entreprises, soit au niveau des périmètres, soit au niveau des métiers. On n'a pas parlé rémunération, ce ne sera pas l'objet de notre émission aujourd'hui, donc on va passer ce sujet en revue. Et vous êtes des ingénieurs futurs tous les deux. Je crois savoir que l'un et l'autre... Alors toi, tu continues ta 5e année, Roxane, donc l'entrée dans le marché du travail, c'est un bientôt, peu plus tard. Mais pas tout de suite. Mais j'ai envie de te provoquer en disant, alors, ferro ou pas ferro pour ta carrière? Alors moi, comme je disais un peu plus tôt, c'est plutôt le ferro, mais le petit ferro. Moi, j'aime beaucoup les gros défis en fait, de demain, de la densité qu'on a en ville et les problèmes de transport, de congestion, enfin, tout un tas de problèmes en termes de transport urbain. Mass transit. Mais voilà, je reste proche du rail. Et toi? Pareil, j'ai envie de dire. Mais effectivement, moi, ce qui m'avait convaincu d'entrer dans le ferroviaire et ce qui m'anime tout le temps, c'est vraiment travailler pour l'intérêt général. Parce que le ferroviaire, c'est un outil déjà pour décarboner le secteur des transports. Et c'est aussi un superbe outil d'aménagement du territoire. En tout cas, les politiques ont très bien compris que c'était un superbe outil d'aménagement du territoire. Mais voilà, il y a énormément de choses à faire. Moi, je vais commencer par la traction ferroviaire, mais j'espère que j'aurai l'opportunité de voir autre chose. Et je sais que le ferroviaire permet ça. Et c'est ça qui me plaît beaucoup. Donc une voie d'ouverture. Exactement. Très bien, donc ça me permet de faire une transition vers la conclusion de cette émission. Donc merci Roxane et merci Arnaud, c'était extrêmement intéressant, vraiment. Merci. Je vous donne rendez-vous pour le 3e épisode de Génération Ferro, le magazine qui vous donne envie de monter à bord du ferroviaire.